Meilleurs vœux, bonne année 2026. Madame, Messieurs, merci d'être toujours fidèles sur Congo Web Télévision. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine. C'est la première émission pour cette année 2026. Et sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un haut cadre du parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et les progrès social, Norbert Yamba Yamba, le panafricaniste. Bonsoir. Bonsoir madame. Meilleurs vœux. Bonne année 2026. Apparemment, j'estime que cette année va nous apporter que du bonheur, bonne santé, longévité et surtout beaucoup d'inspiration pour qu'on soit en mesure de proposer des choses pour notre pays parce qu'on en a besoin. Nous l'espérons bien par la grâce de Dieu. Alors un plaisir de vous retrouver sur ce plateau, le premier plateau pour cette année 2026. Comment est-ce que vous pouvez évaluer aujourd'hui l'année 2025? Merci Madame Noëlla. L'année 2025 a été une année très difficile. Très difficile parce que... pour vous, pour les pays? On ne peut pas me dissocier du pays. Difficile parce qu'il y a eu une recrudescence de la violence. Vous savez, généralement, lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas, en criminologie, il y a recrudescence de la violence. Il y a même prolifération des milieux criminogènes. C'est comme ça que chaque fois que les acteurs politiques ne s'entendent pas, il faut dégonfler les tensions. Il faut dédramatiser l'atmosphère des relations politiques. Ce sont des principes qui existent en criminologie. Et la persistance et la récurrence de l'insécurité dans l'est de notre pays a été pour beaucoup, pour ne pas permettre véritablement les allures qui ont été prises par le chef de l'État et son gouvernement à pouvoir travailler pour faire un bon bondissement. Parce que, croyez-moi, le problème est une question d'affectation de moyens et des services qu'il faut donner à la population. Mais lorsqu'on prend le gros du morceau et puis on affecte dans un domaine qu'il n'y a pas de revenus, c'est que beaucoup d'autres projets en pâtissent. D'autres secteurs en bien souffrent. entendu. Et le plus grand projet très ambitieux de notre pays pour l'instant, et même en Afrique, c'est le projet qu'on appelle programme de développement. Les 145 territoires. 145 territoires. C'est un programme de d'1,660 milliard de dollars. Mais lorsque vous utilisez, vous rendez opérationnel ce projet, vous touchez les 145 territoires. En termes de sécurité, en termes de routes, en termes de bacs, ponts, en termes d'électricité, d'énergie, compagnie, etc. Infrastructure, l'agriculture aussi. Voilà. Et ce projet, certes, est en train de renaître, c'est vrai, mais beaucoup de moyens ont été affectés justement pour assurer la sécurité de notre pays. Et alors, cette sécurité exige naturellement qu'il y ait plusieurs décisions stratégiques dans le sens de pouvoir arrêter les coulages, prendre l'argent et faire des affectations rationnelles. Tout cela a une imbrication incidentielle sur les citoyens. Ça peut arriver que tel mois, peut-être les gens ont touché, tel autre mois, les gens n'ont pas touché, etc. Ou ils entendent de toucher, simplement parce que nous sommes dans une approche de hiérarchisation des besoins et des priorités. Et ça, c'est l'année véritablement 2025. Il y a eu une lueur d'espoir à la fin de cette année 2025 avec le renforcement des contacts, la diplomatie agissante et l'implication de beaucoup de puissance autour véritablement de cette question. Mais croyez-moi, c'est une lueur d'espoir, c'est une torche qui nous permet d'avoir foi que les choses vont bien marcher. Surtout que le décor est déjà bien planté à 2025. 2026 va permettre véritablement un bon bondissement. Encore que les gens prennent conscience de ça
pour que chacun s'investisse dans la perspective. Pour que 2026 soit meilleur que 2025. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous l'aviez certainement suivi, cette campagne autour de la paie des fonctionnaires de l'État, là c'est en 2025. Alors, Norbert Yamba Yamba, est-ce un pays sérieux peut passer son temps à faire une propagande autour de la paie des fonctionnaires alors que la paie est un droit? Un pays sérieux. Bon, la propagande, la politique et les propagandistes, hein, c'est normal. Dire des choses autour des services qu'il faut rendre aux fonctionnaires, c'est pas mauvaise chose. Mais encore il faudrait que cela soit véritablement professionnel pour éviter de mauvaises interprétations. Alors, si la réalité est tout autre, tous les fonctionnaires n'ont pas été payés jusqu'à ce jour? Et il y a un grand défi, un challenge, madame, dans ces questions, parce que ça fait un bail, tu as voyagé, moi aussi j'ai voyagé, j'ai fait pratiquement 2 mois à l'intérieur. J'ai été visité pour une étude diagnostique des provinces pendant 2 mois. Et là, j'étais à la Chopo, j'étais au Kassai oriental, j'étais à Lomami, j'étais aussi de Bangui. Vous n'avez pas fait un tour chez vous? Au Katanga et là-bas. Bon, écoutez, qui m'envoie? Ce sont des bailleurs extérieurs qui me prennent comme consultant. Beaucoup de gens disent qu'il y a un bas, c'est sur cela, etc. Mais c'est le consultant international. Ah non, mais comment on peut vous prendre comme consultant alors que vous êtes mal réputé? Je suis mal réputé. Oui. C'est quoi? On a entendu gauche à droite que Norbert Yamba Yamba avait à un moment tenté. Vous êtes dans des mauvaises pratiques. Non, il faut... Vous savez, si vous voulez vraiment bien vivre dans la société, il faut observer les animaux. Et j'aime beaucoup le lion. Pourquoi? Et le lion, lorsqu'il a son chemin, c'est très clair. Il ne tourne pas sa tête lorsqu'il est chien à bois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que le lion, c'est comme un aigle qui regarde, qui a une vision, qui a une percée et qui ne peut pas s'occuper n'est-ce pas, de brouhaha, de la médisance ou de la défiance. J'ai l'âge qu'il faut. J'ai fait preuve dans ma vie. S'occuper de quoi? Des choses inutiles? Est-ce que moi j'ai la possibilité de choses inutiles? Mais vous êtes mal réputé, ça vous suit. Alors, Norbert Yamba Yamba qui avait tenté d'entraîner le ministre en son temps, je ne vais pas citer le nom, dans des pratiques douteuses, monnayage des décrets, arrangements immoraux et autres dérives incompatibles avec l'éthique publique. Et de quelle manière aujourd'hui on vous prend comme consultant alors que vous êtes mal réputé? Vous savez, madame, les gens qui suivent ça et qui me connaissent sont scandalisés, mais ils regrettent. Et ils se posent même des questions, comment le Congo va s'en sortir? Comment ça? Lorsqu'il y a des médisances autour d'un homme intègre, d'un homme sérieux. Je suis intègre. Intègre. Je suis intègre. Alors pourquoi toute cette campagne pour montrer à la face du monde que vous n'avez pas été à la hauteur des tâches en tant que directeur des cabinets? Je termine mes études de licence. Je suis engagé assistant. Et après, j'ai été recruté comme représentant des ONG européennes dans cette ville de Kinshasa. Pendant 5 ans, je suis allé en Europe pour poursuivre mes études. J'étais coordonnateur d'un grand programme qui s'occupait de retour positif des étrangers en Asie, en Amérique latine, en Afrique et en Europe. En son temps, vous étiez encore intègre? J'étais toujours intègre. Et cela m'a permis de circuler, de faire 64 pays à travers le monde. Des grâces. Je reviens au pays. Je suis nommé coordonnateur d'un grand programme de la coopération américaine. Ici, national, s'il vous plaît. J'ai été directeur général d'un grand programme de la direction générale de la coopération belge. Toujours, il faut faire un test. Ce n'est pas recruté sur base des acquaintances. Au-delà de ça, Yamba a été directeur,
coordonnateur sous-régional, c'est-à-dire vous prenez le Tchad, vous prenez le Congo, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, etc. Où je m'occupais de la question forestière parce que j'ai plusieurs maîtrises sur ces questions-là. Oui, là, vous étiez encore plein des valeurs. Excusez, madame. Vous étiez encore plein des valeurs. Excusez, madame. Au-delà de ça, j'ai travaillé comme un expert senior, ce qu'on appelle international, sur la question de la décentralisation et de la déconcentration, dans un grand programme de la Banque mondiale. Et j'ai fait 12 ans, s'il vous plaît. J'ai été, après ce programme-là, j'ai été recruté sur base d'un test par la Banque africaine de développement, comme expert international tout ce qui est dans l'environnement. Tu vois, j'ai été recruté plusieurs fois par la fondation Frédéric Herbert pour le représenter au Congo, par la solidarité socialiste, par 11-11, etc. Vous étiez encore plein de valeurs. Écoutez, s'il vous plaît. Donc, j'ai connu une vie, je n'ai pas pris le train en cours de route. Pour exercer ces fonctions-là, il faut passer un test. Il y a des gens qui sont nommés ministres simplement parce qu'on les connaît, on les met ministres. Mais moi, tout ce que je fais comme travail, c'était juste par rapport au test. Il n'y a pas longtemps ici, je suis à la maison, non? Mais si on regarde ce bagage intellectuel, on a cru en vous, on vous a confié les responsabilités en tant que directeur de cabinet du ministre en son temps, Peter Kazadi, mais vous avez pris plaisir de débarquer au bureau, au cabinet à 15h. Madame, vous savez, quand on ne veut pas de son chien, on l'accuse de rage. Évitez-moi. Aujourd'hui, j'ai plus de 65 ans. Madame Noëlla, de grâce. On a été avec vous ici. On a passé l'émission et j'étais de bonne foi. J'ai fait l'objet des injures, des fomentations, des machinations. Mais parce que des colportages. Vous avez dit des choses qui n'étaient pas vraies. C'est long. Ces personnes. Vous avez raconté des choses. Bon, je m'aimerais vraiment que vous puissiez m'épargner de ça. Parce que au moment où vous dites ces choses-là, les gens sont scandalisés. Vous voyez, les gens sont scandalisés. Norbert Yamba prend plaisir de débarquer au cabinet à 15h. C'est faux. Avec une posture d'une personne désintéressée. Bon, il faut débarquer au cabinet. Je ne peux pas débarquer à 15h. C'est fou ça. On acquise une personne et ils vont souffrir pendant longtemps. Parce qu'ils sont en train de toucher un innocent, un homme qui a souffert, un homme qui a passé des moments les plus difficiles. Avec mon âge, j'aurais pu véritablement piquer même la WC. Et j'ai surmonté cela, et de grâce. Et parmi moi, comme un jury, on m'a dit que j'avais 4 femmes. Vous avez vu comment... Oui, vous avez 4 femmes. En ce temps, vous étiez devenu un patron. Je parle devant mon peuple. J'ai été parmi les gens qui pensent que le pays doit fonctionner autrement. Je suis parmi les personnes qui pensent que même les comportements comptent. Je ne prends ni la boisson, je n'entre pas dans les boîtes, je n'ai pas de copines à la cité, je ne prends pas la cigarette. Vous avez quand même monnayé des décrets. Alors, utilisez votre position. Je vous assure, c'est gravissime, madame. Ah bon? Laissez-moi cette histoire. Moi, j'ai des enfants, s'il vous plaît. J'ai des enfants. Quelqu'un qui est irresponsable, qui est incompétent, etc., il peut avoir 9 licenciés, dont un professeur d'université. Vous imaginez ça? Un docteur de thèse. Vous savez, madame, un peu de respect, de la considération. Je sais que quand les gens, on devient bourgeois, on croit qu'on commence la vie et que la vie commence par... Non. L'UDPS a créé des bourgeois. Non, moi je n'ai pas dit que l'UDPS. J'ai dit que quand on devient, c'est un principe, quand on devient bourgeois et on s'imaginait le moins, on croit que c'est le premier bourgeois à devenir. Et moi, j'ai gardé mon sens, sinon vous aurez pu attendre que Yamba a fait ceci, Yamba a fait cela. Il y a eu des fomentations des gens qui viennent dans les réseaux sociaux justement pour critiquer des personnes. Mais vous savez, il existe une loi de karma. Si vous accusez quelqu'un, si c'est la vérité, Dieu va vous annexer sa grâce. Mais si c'est faux, ça va vous poursuivre.
Moi, je suis un grand esprit, je suis panafricaniste, je suis en connexion avec aujourd'hui, les gens remettent en cause, depuis ces révélations, on remet en cause votre casquette de panafricaniste. Non, il n'y en a pas beaucoup dans mon pays. C'est un combat que je mène avec d'autres collègues, et ça c'est évident. Mais au moins, j'ai été reconnu parmi les meilleurs politiques panafricanistes en Afrique centrale, et je mérite respect et considération. Je sais que Jésus n'a jamais été respecté, n'est-ce pas, chez eux. Et donc, je suis de l'IDPS, j'ai adhéré librement. Peut-être que les gens trouvent que bon, il a tout manqué, c'est pourquoi il est arrivé. Non, mais et aussi voilà. Quand même cet esprit-là de reconnaître, d'être reconnaissant envers ce ministère qui vous a tout donné. Hein. Bon, je suis reconnaissant parce qu'il y avait quelqu'un quand même qui a tout fait pour que je sois directeur de cabinet du vice-premier ministre. Il faut reconnaître que c'est Augustin Kabouya. Il a voulu que je sois là, mais avant que je sois avec Peter Kazadi, j'étais avec Daniel Asselo. Okay. Et après Daniel Asselo, avec Asselo, j'étais directeur du cabinet adjoint en charge de la décentralisation. Mais je vous informe, madame, que depuis que j'ai quitté le ministère, ça fait 20 mois, je viens de publier 4 ouvrages. Aujourd'hui, je viens de mettre sur pied un ouvrage où je fais la cartographie, n'est-ce pas, de la question de la décentralisation des affaires coutumières et de la sécurité dans notre pays. 684 pages, l'homme qui est faible. Je viens de mettre encore un ouvrage de 357. Je ne suis pas passé inutilement mon temps au ministère. Il y en a des gens qui n'ont même pas de traces. J'ai produit un livre de 357 pages sur la gouvernance sécuritaire, où je donne véritablement des propositions opérationnelles pour que la sécurité revienne dans notre pays. Écoutez, je ne vais pas aller plus loin, je risque de me déranger pour rien, mais au moins, j'accepte toutes les critiques. Mais vous restez tête haute. Tête haute, parce que je suis un lion, et les lions n'abandonnent jamais. Alors, en un mot, vous étiez avec Daniel Asselo, avec Peter Kazadi. Quel est le parcours que vous ne regretterez jamais? Madame Nina, comment vous voulez toujours m'amener à des problèmes? Non. En un mot seulement. Tous ces gens-là sont mes petits frères. Sont mes petits frères. Ils ont été des vice-premiers ministres. Je ne peux pas entrer en confrontation avec eux. Parce que j'ai des enfants qui ont 40 ans. De grâce. C'est une question qui vous met mal à l'aise. Non, ça ne me met pas mal à l'aise, mais je ne suis pas venu pour faire l'évaluation de chaque ministre. Il y a toujours un parcours qui nous a plus marqué. Non. Il y a toujours un parcours qu'on ne regrettera jamais. Non. Je sais qu'il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de challenges. Je n'ai pas eu la marge de manœuvre pour valoriser mes savoirs endogènes. Et c'est ce que je m'inquiète. Sinon. Il est dit, mon consent, est-ce que vous avez voulu dire aux Congolais qu'aucun parcours n'a été à la hauteur de vos attentes? Non, ce n'est pas une question d'attente, c'est une question de responsabilité. Et moi, je pense que lorsqu'on est dans un ministère comme celui-là, il y a beaucoup de défis. Il faut que le travail soit très professionnel, il faut que le travail soit technique. Il faut sortir de la dissidence émotionnelle. Il faut construire une dynamique vers une certaine redevabilité institutionnelle. Il me semble que c'est à construire. Parce que lorsque vous gérez un ministère comme celui-là, vous gérez toute la République. Et les décisions qui doivent être prises doivent avoir une répercussion, une imbrication incidentielle même au niveau du village. Et lorsque vous n'avez pas une circulaire, vous n'avez pas une décision à prendre, vous n'avez pas, et donc vous ne pouvez pas vous sentir à l'aise. Et moi, je n'ai pas eu cette opportunité, peut-être que les gens n'avaient pas confiance en moi, et voilà. Vous n'avez pas eu l'opportunité de prendre même une circulaire, rien? Non, jamais. Vous étiez figurant? Jamais, non, écoutez, ne m'amenez pas à ça, mais figuration, non, mais j'étais là, est-ce que c'est du droit du directeur de cabinet de prendre des arrêtés? Et même le ministre ne prend pas des décrets, le ministre prend des arrêtés. Et alors, pourquoi vous accusez d'avoir monnayé? Monnayé quoi?
Bon, quand on parle de Mounier, c'est pas Yamba. Tous ceux qui me connaissent depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, les quelques rares politiciens responsables, intègres, je fais partie. S'ils sont 100, je suis parmi les 100. Alors, madame, monsieur. Et le reste, c'est du comportage, c'est de la machination, c'est un écosystème politique de pourriture intrinsèque. Ça frise un peu d'adolescence retardée. Je considère ça comme on fonctionne comme des bébés sous biberon. Moi, je ne suis pas là. Je suis un aigle, je vais loin. Peu importe les difficultés que je puisse avoir. Restez un aigle. Je le reste. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Vous venez à l'autre très bien que qui n'est pas bon, mais après ça, tu viens de découvrir que qui n'est pas bon, qui ça bon, aux autres soutenir malheureusement que qui n'est pas bon. Et puis aux autres qu'on fout à batoter, papa, au juste. Tu sais c'est bon là. Ils sont pas bon ça d'abord quand on va arrêter. Nous on va vous dire bonne année on va vous dire donc comme là la boutou moi donc les banda côté. Ils sont bon biso yango. Azo futa biso té. Voilà. Donc vous venez à côté à aller azo qui fait biso té. Biso combien de mois payé parce que vous avez 3 4 mois. Biso vous avez papa bana tout de la bandako. Tout avez bana bado tanga. Tout qui sabana. Tout les sabana. Tout vous bandako bato. Tout parce que mon salaire c'est c'est bon. Comment on va aller le mongolo nini? Comment on va aller le mongolo? Ah bozo fana bandako. Norbert Yamba, vous venez du parti présidentiel. Dites-nous aujourd'hui comment se porte l'Union pour la démocratie et le progrès social. L'UDPS, notre parti, fonctionne. Avec un peu plus d'efficacité, certes, mais il y a aussi des douleurs d'enfantement. Douleurs d'enfantement. Douleurs d'enfantement. L'idée, c'est que l'UDPS a été créé dans les conditions que l'on connaît, la dictature perfectionnée, etc., où l'on voit des gens qui étaient bien assis, qui étaient bien posés, etc. Ils ont quitté leur sexe, leur boulot pour créer un parti, entrer en contradiction avec le pouvoir qui était assez féroce. Vous imaginez, ça n'arrive pas tous les jours, etc. Il fallait beaucoup de courage pour faire ça. On a beaucoup perdu cette sève de fondateurs qui... Vous avez perdu. Ça s'est tout petit peu dilué dans... Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris les trains en cours de route et qui veulent véritablement se considérer comme... ils sont les centres d'intérêt. Et pourtant, ils sont dans une sorte, je sais pas, de déviation qui ne dit pas son nom. Vous voyez, lorsque on écoute les uns les autres, lorsqu'on voit chacun opérer, travailler, etc., on leur fait confiance. J'aurais mieux que vous arriviez dans un ministère, vous trouvez quand même tel ou tel
membre de l'UDPS qui assume des responsabilités, etc. Évaluer comme journaliste d'investigation, savoir s'il y a une feuille de route, s'il y a un agenda, s'il y a des réunions, s'il y a, on détermine les objectifs, on détermine ce qui est faisable, il y a un chronogramme, etc. Tout ça, ça ne se négocie pas. C'est une question technique. Mais si ça n'existe pas, à qui la faute? Non, non, je dis, il faut beaucoup d'efforts à faire. Il faut beaucoup d'efforts à faire, je vous assure. Il faut beaucoup d'efforts à faire. Pourquoi? Parce que la technique ne se négocie pas. Ou soit on est technique, ou soit on ne l'est pas. Et quand on n'est pas technique, on joue l'imposture morale et intellectuelle. Et on se présente comme quelqu'un qui est capable véritablement de faire des choses. Qu'est-ce que vous... En vous entendant parler, vous avez de l'amertume. Vous êtes choqué. Vous êtes déçu. Qu'est-ce qui vous a plus déçu? Non, je ne suis vraiment pas déçu, mais je suis en train de dire les choses pour que les gens prennent conscience, pour que plus rien ne sera fait comme avant. C'est très important. Ce n'est pas de l'amertume. J'ai construit ma vie jusqu'à plus de 60 ans. Je n'étais pas dans les institutions publiques. Tu vois? Et donc, je peux avoir l'amertume. On parle Ce sont des choses le parti aujourd'hui, comment il est organisé? Oui, il y a des comment petits il soucis. Fonctionne? Il y a des petits soucis. Pourquoi? Parce que à l'époque, lorsqu'on a mis en place le parti, il y a eu des textes réglementaires, que ce soit les statuts, que ce soit les règlements, etc. Tous ces différents compartiments ont chacun un règlement interne. Voyez. Et à ce moment-là, nous n'étions pas nous n'étions pas encore au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Il faut revisiter ces différents textes. Il faut savoir les adapter par rapport à l'évolution de la situation, compagnie, etc. Et tant qu'on n'a pas encore réfléchi pour faire cette adaptation positive par rapport à l'évolution, etc., ça pose problème. Ça va toujours créer des grincements de dents, etc. Mais je salue l'initiative du président de la République et de tous les dirigeants, les deux camps qui se sont présentés, compagnie, etc., pour avoir pris conscience qu'il était quand même nécessaire qu'on y aille au Congrès, parce que nous sommes un grand parti historique. Ça nécessite véritablement que les choses se fassent de manière professionnelle. Vous voyez. Alors maintenant, si on n'est pas dans cette direction-là, alors c'est pas... Alors, ayons confiance. C'est avec tristesse que plusieurs Congolais ont appris le décès d'un pionnier de l'UDPS, Corneille Mulumba. Alors, Norbert Yamba, comment est-ce que vous avez accueilli cette triste nouvelle? Tu me parlais de l'amertume, c'est cela justement mon amertume. C'est cela mon amertume parce que j'ai construit des relations très serrées, très rapprochées avec Corneille Mulumba. Son décès m'est parvenu ce matin. J'ai crié seul, j'étais dans ma chambre, dans mon bureau. Quand j'ai appris ça, à un moment donné, je ne voyais plus. Parce que il y a de cela 45 jours en tout cas, tout au plus, il m'a appelé, m'informant qu'il était malade et qu'il se battait pour aller se faire soigner à l'extérieur et qu'il avait essentiellement le passeport diplomatique. Or, un passeport diplomatique doit être accompagné d'une autorisation de sortie. Je lui avais demandé à son temps qu'il voie les autorités, qu'il explique calmement. Je pense qu'on peut l'aider à avoir une autorisation de sortie. Je n'ai pas posé la question par la suite parce que je n'étais pas ici. Et c'est aujourd'hui alors, tu vois, j'ai appris avec émotion son décès. Je voudrais, parce que je ne suis pas un africaniste, je travaille avec les ancêtres. Je voudrais te saluer, Corneille. Tu t'es beaucoup battu. Aujourd'hui, tu es mort, mais au moins on connaît la personne, parce que beaucoup de gens meurent sans qu'on connaisse qu'est-ce qu'il a fait. Tu es un personnage historique. Tout le combat qui a été mené par l'UDPS dans les années 80, tu as été parmi les pionniers. Tu n'as jamais lâché prise. Certainement qu'on est dans un processus
de la démocratie à l'africaine, où de petites erreurs peuvent arriver. Mais au moins, tu as été fidèle. Certainement que les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées. Je crois que tous nos ancêtres divinisés, qui sont dans le village de méritants, qui sont dans une entité métaphysique, Corneille vont vous accueillir. Parce que vous savez, tout celui qui a fait du bien vivra dans l'éternité. Tout celui qui a fait du mal, il sera ligaturé, il sera ligoté. Il n'a pas droit à la réincarnation. Et cela va se poursuivre jusqu'à la 4e génération. Je te connais que tu as accepté la souffrance sociale, la souffrance physique. Tu aurais pu faire beaucoup de démarches. Tu aurais pu faire, je ne sais pas, autant, mais bon, tu as tenu compte de ta dignité et tu es parti en bon soldat. Et les bons soldats meurent sur les champs de bataille. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est important que nous puissions construire la vraie solidarité. La solidarité entre nous, savoir s'excuser, savoir se regarder et se dire, oui, on est être humain, on peut poser des actes, peut-être des actes à contrôler, mais parce qu'on est être humain, on est infaillible, et donc on peut pardonner. Et pour qu'on ne puisse pas perdre des gens comme ça, de la trempe de Corneille Mulumba. Alors, vous avez parlé de la solidarité. Il y a deux voix aujourd'hui qui accusent l'UDPS de n'avoir pas aidé parce qu'il y a eu un SOS qui avait été lancé pour annoncer qu'il était dans un état critique. Je ne sais pas. Madame Noëlla, je vous dis que j'ai parlé avec lui. Et il a dit quand même qu'il avait un problème De passeport. L'autorisation de sortir. Oui. Il y avait dit un problème et l'UDPS ne l'a pas aidé. Bon, alors maintenant, là, je n'ai pas connu la suite. Comment il s'est adressé à qui? En tout cas, je ne sais pas s'il s'est adressé, parce que je lui avais demandé de jouer sur des panneaux, voir le ministre concerné, etc., et éventuellement demander à ce qu'on lui donne une autorisation de sortie. Depuis là, je n'ai plus... Alors, moi, je croyais qu'il était qu'il avait même voyagé. Et donc, je ne peux pas vraiment vous répondre à cette question. Mais pourquoi vous insistez sur la solidarité? J'insiste sur la solidarité parce que la solidarité, elle est fondamentalement africaine. Donc elle n'existe pas au sein du Non, ça c'est radical comme thèse. On peut vous aider vous, mais on peut peut-être pas faire attention à l'autre, etc. Et donc, on veut que cette solidarité soit équitable, partagée, inclusive, intégrée, pour que nous puissions tous, comme un seul homme, célébrer l'essence du combat que nous avons mené. Alors, vous avez dit que vous parlez avec les ancêtres. De quelle façon vous parlez avec ces ancêtres? Les ancêtres, mais ils sont là. Ils sont là. Tout celui qui travaille avec les traditions africaines, qui sait que nos ancêtres sont vivants, ils nous regardent, mais nous ne les voyons pas. Ils nous voient. Et vous parlez avec eux? Mais on peut entrer en connexion. Vous voyez, regardez aux États-Unis, lors du festival de Nevada, tous ces grands milliardaires que vous voyez là, ils se retrouvent dans cette ville. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est pas la sorcellerie. C'est ce que le blanc nous a donné pour nous effrayer de manière que nous ne puissions pas véritablement comprendre la puissance, la volonté de puissance qu'avaient nos ancêtres pour développer notre entité. Vous voyez, on nous a appelé sorcellerie. Et pourtant, lorsque vous prenez un téléphone, vous pouvez parler avec quelqu'un aux États-Unis et tu le vois. Hein? Alors maintenant, comment vous expliquez ça? Et ils appellent ça science. Et quand nous, on a faire quelque chose, c'est la sorcellerie. C'est de la manipulation. Et c'est ce qu'il faut quitter. Quand je suis en train de vous parler, que je suis en connexion avec les ancêtres, vous êtes en train de dire, mais vous êtes en face d'un sorcier en face. Je me mets à la place de Congolais qui se sont certainement posé la question, mais comment ils parlent avec les ancêtres? Oui, je parle avec les ancêtres. Et regardez, quand vous allez enterrer quelqu'un, bon, on lui parle, non? On lui parle. On lui parle. Et il écoute. Regardez, madame, j'ai vu hier dans les réseaux sociaux une dame en train de plaider pour avoir été chez un ganga et sa co-épouse, sa rivale a été
presque envoûtée par les Nganga, etc. Elle est décédée. Mais la dame là, chaque jour, elle voit, n'est-ce pas, la défaite. Vous croyez que c'est parti comme ça? Ah non, il y a un endroit où les gens existent, travaillent pour le pays. Je vous donne le cas des États-Unis. Il y a un président au 19e siècle qui est resté célèbre jusqu'à aujourd'hui, Abraham Lincoln. Et il y a une dame, une Espagnole, qui est allée à la Maison Blanche, elle était de la famille royale, on lui a cédé la chambre. Et la nuit, elle a vu un homme venir, et elle avait vraiment peur. Et le matin, lors du petit déjeuner, il était avec le président à l'époque, c'est Eisenhower, et sa femme, et elle a raconté qu'elle a vu un homme venir, compagnie, etc. Ah, Eisenhower et sa femme n'ont pas considéré ça comme un problème. Il dit non, il n'est pas venu pour vous. C'est notre président. Il est très attaché à l'Amérique. Chaque fois que l'Amérique est en difficulté, il est très agité et il vient, il nous communique des réponses. Vous savez qu'à l'époque de Truman, il y a eu ce qu'on appelait des ovnis, qui sont venus des extraterrestres, pour venir communiquer l'Internet ici que vous voyez que nous sommes en train de travailler. Donc c'est cette dimension que vous voulez que la RDC atteigne? Bien entendu, parce que la Chine l'a fait en 1949. On voulait une sorte voir de réconciliation. Mobutu revenir, Tshisekedi, une figure emblématique. Ce sont des divinités. Ce sont des divinités. Donner des orientations pour sortir le Congo. Tout à fait, tout à fait. Il faut les honorer. Il faut les honorer. Et si vous ne les honorez pas, vous n'aurez pas gain de cause. Et comment faire pour les honorer? Eh bien voilà, donc il faut savoir organiser leur mausolée, il faut savoir aussi faire des cérémonies. Quel genre de cérémonies? Des supplications. Non, non, mais il faut... Écoutez, un esprit de la trempe de Lumumba, de la trempe Mobutu, de la trempe Tshisekedi, de la trempe Kabila, enterré ailleurs. Ah non, cet esprit est en l'air. Vous n'aurez pas gain de cause. Il faut qu'il trouve son logement, son domicile, où on paie et on l'évoque et il vous donne des solutions. C'est très important. Mais la Bible dit qu'il n'y a plus de communication entre les morts et les vivants. Comment vous interprétez ça? Comment Jésus s'est retrouvé sur la colline et il dit il a vu ses ancêtres, Élie et Moïse. Si les morts sont morts, comment il s'est retrouvé là? Comment? Et puis à l'église, n'est-ce pas, il y a des signes, on dit telle croix, c'est en référence à telle croix. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? C'est que quelque part, il y a une source d'inspiration, fondamentalement spirituelle. Vous savez, la Bible, ce n'est pas une dictée surnaturelle. La Bible a été écrite par des personnes. Et ça raconte une histoire d'un peuple. Nous aussi, nous Africains, nous avons notre Bible, Mahat, 42 lois. Vous voyez, nous avons notre charte des droits, qu'on appelle Kurukufuga, 44 lois. On n'exploite pas ça. Quand on est intellectuel, on vient mémoriser, on vient répéter, réciter des choses occidentales qui ont été véritablement des pièges. Alors, madame, messieurs, prenons à présent ce dossier. Mes très chers compatriotes, avant toute chose, je m'incline devant la mémoire de nos forces combattantes tombées au front, de nos compatriotes victimes de la violence, de l'insécurité et de l'abandon de l'État. J'adresse mes condoléances aux familles endeuillées du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et des territoires de l'Ouest touchés par les phénomènes Mobondo. La nation partage votre douleur. Votre souffrance ne doit plus être ignorée. Mes chers compatriotes, en cette fin d'année 2025, la République démocratique du Congo, notre pays, traverse l'une des crises les plus graves de son histoire. Notre pays est agressé, notre souveraineté est menacée, notre peuple est abandonné. 7 ans après les hold-up électoraux de 2018, le temps est venu de rappeler la vérité sans détour. Le compromis politique entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi a échoué. La prétendue passation civilisée du pouvoir
n'a produit ni paix, ni stabilité, ni cohésion nationale. Elle a affaibli l'État, fragilisé nos institutions et ouvert la voie aux ennemis de la République. Chères Congolaises, chers Congolais, le temps de la résignation est révolu. Le temps du mensonge est terminé. Le temps de la peur doit prendre fin. Aujourd'hui, les faits sont implacables. Plus de 8 millions de Congolais sont déplacés sur leur propre sol. Des millions vivent comme réfugiés. Plus de 3/4 de notre population peine à se nourrir chaque jour. Et notre nation continue de pleurer des millions de vies fauchées par des guerres imposées, notamment par l'agression rwandaise et ougandaise. Ce drame n'est ni une fatalité, ni une malédiction. Il est le résultat de la convoitise étrangère, mais aussi de choix politiques irresponsables, des compromissions honteuses et de l'abandon de la volonté populaire. Un État qui trahit le vote du peuple devient faible. Un État faible attire le prédateur. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mes très chers compatriotes, en cette fin d'année, je vous adresse où que vous soyez mes vœux le plus sincères pour l'année 2026. Que cette année soit celle du réveil de la conscience nationale, de la vérité et de la dignité retrouvée. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse son vaillant peuple. Il ne faut plus s'intéresser à Bango. Vous s'intéresser à Bango, souci na Bango, ezalaki soki ezalaka ke tozana mokonzi oyo aza na maîtrise ndenge aza nango te. Mais nous avons des preuves, ma preuve eza makasi de leur collaboration avec Nanga. Eza te ke babiloko nyonso bakotala eza babiloko moko oyo bazokata soni te. Mais elle pense que silence il y a mon consambo qui est signe de faiblesse. Non, il devait se vivre. Mais Bango, surtout l'année Bango, souci na Bango, les a costumes qui s'habillent touche. Vous avez nangai, vous qui peut Bango te, parce qu'il a échoué. Mais bien au à la vigilance, na ba mouvement non sur la zabosal. Vous avez puisque ndenge bazawana, na moni ba mususu ba bisi ba photo, oh non. Awa, l'église catholique est bien. Non, nous n'avons aucun problème avec l'église catholique. L'IDPS n'a aucun problème avec l'église catholique. Mais il y a des individus. Oh, bamiteka pona mbongo. Pona mbongo, lokoso ya mbongo. Les matérialistes. Ce sont ces gens-là. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez vous imaginer. Naïbi ke na jena kabango trop. Naïbi. Tango, Mouboulou Bandi na parti. J'ai reçu un coup de fil d'un haut cadre du parti. Il me suit même à l'instant. S'il est connecté. Le monsieur là qui a pris tout son temps pour critiquer l'accord du 4 décembre, il demande, il dit ceci. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous débarrasser des Kabouya là, comme ça ma camion se zonga en ordre? Ce que je vous dis là, et scandalisant qui va mais si nous avons des divergences, c'est au sein de l'IDPS. Quelle est la part de votre église là-dedans? Je sais que je dérange beaucoup de gens. Je le sais. Même si je le répète encore, peut-être il y a des choses que je me réserve par rapport à mes responsabilités. Je me réserve par rapport à mes responsabilités. Les jours où je ne serai pas ici comme secrétaire général, je vais me comporter maintenant comme un député pour dire tout ce que je pense sans mettre des gants. Vous m'entendez? Les gens comme mon côté que non, et ceux qui vont s'en dire non. Batouana va exiger Bazako jouer. Il joue les jeux de Kagame et de Kabila. Je ne peux même pas parler de langue. Naebisa Kabino place Oyo, Makambuya, Nanga ya Bakare Minye. Nana Limaki, Bamusu Bamona Kineti. Naza pour inventer Makam.
Et je vous avais dit que Nanga Azor Yalukuta, son problème c'est des carrés miniers. Et puis, tant on est en bakaye, moi Nangane Mutakanga biso ma photo, na tindeli mokonzambo kana lobby, voilà Nanga est venu me voir pour ça, na tindeli mokonzambo. Ma photo wana. Même ma tata oya uti kokima oyo. Jour na yambaka yi suspo, na yamba soki na lobby na banda ko yebisa bino ke na yambaki tel. Et quand je le fais, j'ai qu'à une seule personne que je dois faire les rapports. Alors, Norbert Yamba, que pensez-vous de l'Union sacrée de la nation? L'Union sacrée de la nation, c'est une plateforme. Le président de la République s'est trouvé dans une situation où il avait besoin d'une majorité. Et sa version actuelle, pour gouverner. Quel est son apport? Parce que certains Congolais s'inquiètent et ne voient plus l'importance de l'union sacrée de la nation. Est-ce aussi votre constat? Non, une plateforme est toujours importante, mais il faut savoir la bien gérer. Il faut savoir la gérer. C'est-à-dire que quand vous mettez une plateforme, vous êtes un regroupement des regroupements politiques. Et si vous voulez aller en dehors des principes, c'est cela le danger. Ces regroupements, il y a des groupes politiques qui font le poids politique à l'Assemblée. Et ces groupes-là forment un noyau qu'on appelle une coordination. C'est très important. Et chaque fois que l'on veut prendre des décisions, il faudrait que les membres de cette coordination, qui sont censés avoir une représentation légitime et stratégique à l'intérieur de l'Union sacrée, se retrouvent et prennent l'option. Mais à l'intérieur de l'Union sacrée, il y a aussi un secrétariat permanent. Le secrétariat permanent, vous savez, comme les membres de la coordination qui font partie, n'est-ce pas, de la plateforme, ne peuvent pas se réunir à tout moment. Et donc, il y a n'est-ce pas, un secrétariat, c'est pas pour rien qu'on appelle ça secrétariat, qui est là, justement, pour évaluer la feuille de route, les différentes actions qui ont été prévues. S'il y a des documents, qui va faire circuler ces documents auprès pas, des membres. Si dans les prévisions, on a prévu telle ou telle réunion à telle date, et donc on vient et il rappelle aux gens que tel endroit, telle date, voilà, on va se réunir, etc. Ça, c'est le rôle. Alors, mais maintenant, dans les faits, ça c'est bien, vous avez décrit le rôle, l'importance, mais dans le concret, dans les réalisations, est-ce que cette plateforme joue correctement son rôle? Ce n'est pas la plateforme qui va aller gouverner. La plateforme peut faire des propositions, des recommandations stratégiques. Est-ce qu'elle joue correctement son rôle? Je n'ai pas encore fait l'évaluation. Ce que je sais, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, que les gens s'expriment autour des services qu'il faut offrir à la population. Si les querelles résident sur de petites choses byzantines, tu vois, c'est pas normal. Moi, je souhaite que l'Union sacrée, qui en réalité accompagne le président de la République, qui a une vision, puisse justement porter la vision du président de la République. Et porter la vision du président de la République, c'est se répartir le rôle, se répartir les espaces géographiques et savoir évaluer comment les choses avancent. Et c'est eux qui peuvent donner des propositions, n'est-ce pas, à la coordination pour dire, écoutez, à tel endroit, voilà, ça ne marche pas ceci, ça ne marche pas cela, etc. Alors, je ne sais pas si ces rapports-là se font. La question maintenant à la personne de Norbert Yamba, est-ce que les choses évoluent bien actuellement en RDC? Mais la RDC a été dans un trou béant. Nous avons connu une déliquescence de l'État pendant plus de 3 décennies. Et donc ça ne peut pas remonter en une journée. Ne pas y réfléchir, c'est manquer d'intelligence. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de technologie. Notre système d'enseignement est un système qui fabrique des cerveaux obsolètes. Un système qui fabrique des cerveaux obsolètes, improductifs,
fatigués, épuisés, démodés. Est-ce que vous voulez dire que même l'avenir de la RDC est hypothéqué? Non, au contraire, nous faisons les diagnostics pour tenir une tâche de manière à éclairer l'avenir. C'est ça en fait. Mais quand on ne fait pas ces diagnostics-là, et donc on va rester pendant longtemps comme ça. Aujourd'hui, le président lui-même, c'est dire que ça marche, ça ne marchait pas. C'est déjà beaucoup. Parce que les hommes politiques ont tendance à cacher les réalités. Et alors maintenant, quand vous posez des questions sur l'union sacrée, on est en train d'en débattre. Et quand on a débat, c'est qu'on veut quoi? On veut qu'effectivement ça fonctionne comme il se doit. Ce sont des questions que l'union sacrée devait remonter. Oui, oui. Devait montrer que la plateforme reste préoccupée par la situation. Mais on a l'impression que rien n'est fait. Chacun est dans ses affaires. Un prof qu'on appelle Peter Gilles disait que la crise est un amour du progrès. Il n'y a pas de progrès sans crise. Et dès lors que nous percevons qu'aujourd'hui, plus que jamais, les structures que nous avons mises en place n'arrivent pas à répondre à leurs objectifs institutionnels, c'est déjà quelque chose qui nous permettent véritablement d'affûter d'autres armes pour chercher des alternatives correspondantes. Et moi, je suis conscient que toutes ces douleurs que j'ai considérées d'enfantement vont aider à ce qu'on puisse prendre des mesures agissantes, conséquentes, pour que les choses changent. Et nous y sommes malgré les embêtements liés à cette guerre qui ne se termine pas, etc. Alors, voilà. Le 2 janvier, les Congolais se sont rappelés de Mamadou Ndala. Qu'est-ce que vous gardez jusqu'à ce jour de Mamadou Ndala? Mamadou Ndala, c'est un jeune. Il est mort à trentaine d'années. Il est dans l'est de notre pays. Pour avoir voulu faire le contrôle d'un complot. Le contraire est un complot international. Parce que, croyez-moi, ce que nous assistons à l'Est, c'est une question de convergence d'intérêts. Certainement qu'il y a des acteurs à l'international, il y a des acteurs dans la sous-région, même dans la région, il y a aussi des acteurs internes. Et cette congruence de ces différents acteurs donne la possibilité à éliminer même des hommes qui sont censés véritablement aider le pays à comprendre la portée réelle de la chose et à changer la situation. Et Mamadou Ndala en est aussi une victime. Une victime, et nous le regrettons parce que ça n'arrive pas tous les jours. Depuis que les choses sont en situation de déliquescence, avoir un militaire de la trempe de Mamadou qui, au lieu de reculer, il est toujours en avance pour encourager ses équipes à pouvoir avancer et à récupérer les territoires nationaux. Moi, je pense qu'aujourd'hui que nous fêtons sa 4e année, nous devons être en communion avec les ancêtres divinisés, dont Mamadou Ndala, compte tenu de son engagement, de sa détermination, de travailler pour l'intérêt de la République, devient une divinité. Il est dans le village des êtres méritants. Et donc, nous devons aussi l'évoquer. Vous savez, regardez, lorsque vous êtes à France, madame, Napoléon Bonaparte, l'un des grands généraux, qu'on enseigne aujourd'hui en RDC. Qu'on enseigne en RDC. Mais alors vous savez, que Mamadou Ndala n'a pas été enterré dans un cimetière isolé. Mamadou Ndala, on ne l'enseigne pas. On a construit un bâtiment où on a mis sa tombe. Et chaque fois qu'il y a difficulté, on peut aller l'évoquer pour dire, écoutez, la France est en difficulté, etc. Napoléon réagit. Ça, ce sont des divinités. C'est ce que les Congolais doivent faire aussi pour Mamadou Ndala? Oui, il n'y a pas que Mamadou Ndala. Il y a des gens qui sont morts en Éthiopie. La guerre de Saoyo. Toutes ces guerres-là. J'ai été à Addis Abeba, on nous a montré les cimetières. C'est même mal aménagé. Comment ces gens-là, et tous ces gens qui meurent, il faut un endroit
organisé. Moi, je suis en train de féliciter le travail qu'on fait avec les gynécos, etc. Il faut que ça aille un peu plus loin. Comme à Kinshasa, il y a un mémorial ici. Ouais. C'est déjà quelque chose, mais ce n'est pas pour seulement inaugurer. Il faut travailler avec les chefs coutumiers, les églises traditionnelles, tous les chercheurs, les panafricanistes que nous sommes, etc. Pour qu'on voie comment nous pouvons entrer en communication, en connexion avec ces gens, pour que ces gens puissent servir à quelque chose. Ça, c'est un challenge. On n'y est pas encore. Mais vous aussi, les panafricanistes, là, ça devient compliqué. Il y a beaucoup d'églises noires, il y a beaucoup... Mais finalement, Norbert Yamba Yamba, on ne comprend plus rien là. Les églises noires, vous ne parlez pas des églises chrétiennes aussi. Elles sont nombreuses. Des milliers d'églises. 6 églises par avenue. Même église. Vous voyez, et du matin au soir, et chaque jour. Voyez, et même chaque jour, on fait 2-3 fois 3 gonds. Tu vois. Entre-temps, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'évêques, il y a beaucoup d'évangélistes, de diacres, compagnie, etc. Ils sont plus que les journalistes. Ils sont plus que les avocats, ils sont plus que les pharmaciens, ils sont plus que les médecins, les fonctionnaires, compagnie, etc. Ils sont plus nombreux. Mais où est le résultat? Chaque jour, l'année prochaine. Chaque jour, l'année prochaine. Mais quand est-ce qu'on va réfléchir pour que, même dans une université comme Kinshasa, comme ça, nous ayons des savants qui nous inventent des technologies? Comment un pasteur peut critiquer que non, c'est la sorcellerie et lui prend l'avion? L'avion là, c'est quoi? C'est un génie. C'est un génie, c'est la sorcellerie. C'est ça ce qu'on appelle la science, c'est la spiritualité. Alors maintenant, si les Occidentaux... Vous êtes en train de dire qu'il y a une contradiction entre le message et la réalité? Il y a une contradiction. Le message, il est superficiel. On n'est pas allé parce qu'il faut différencier la religion et la spiritualité. La spiritualité, elle est scientifique. La spiritualité demande à ce qu'on puisse vivre mieux ici sur la terre. La religion vous promet d'aller au paradis qu'on n'a jamais vu. Oui, donc avec la spiritualité, ce sont des lois, c'est une réglementation. Si tu fais, c'est ce que j'étais en train de te dire, que ne mentez pas sur quelqu'un. Si tu mens, il existe une loi qu'on appelle loi des karma, inévitable, inaliénable. Ça va te poursuivre. Oui, ces lois-là doivent être enseignées. Et quand ils sont venus, et ils pratiquaient ça, mais ils ne nous ont pas dit. Et c'est comme ça que nous sommes ce que les autres voudraient que nous soyons, pas ce que nous devrions être. Et donc nous sommes des coquilles vides, nous ne pouvons rien faire. Qui ont induit en erreur? Comment? Qui ont induit les Congolais en erreur? Mais tous ces gens qui sont venus, la colonisation, la traite des nègres, des esclaves, aujourd'hui c'est la néocolonisation qu'on appelle. Donc l'homme blanc a réussi à aboutir l'homme noir? À nous instrumentaliser, à faire de nous des calouches, comme disent les Arabes, les esclaves. Alors nous devons... Comment sortir de ça? Eh bien, il faut restaurer les héritages traditionnels. Comment y arriver? Comment le faire? Mais comment le faire? Mais nous devons réfléchir. Regardez, le ministère de la Culture, pour faire quoi, le ministère de la Culture? C'est la musique? Ah non. Mais et dans des pays, excusez, nous donne l'impression que c'est seulement la musique. Eh bien voilà, donc c'est ça aussi. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, parce qu'un ministère comme celui de la culture, c'est un grand ministère. Nous avons vu dans les années 80 les gens comme Jack Lang, ministre de la culture. Mais c'est un grand personnage, à la fois politique et scientifique. Mais ils ont fait des choses incroyables avec François Mitterrand. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso avec Ibrahim Traoré. On a pris la décision de reconnaître une journée de tradition. Une journée de tradition. Alors à ce moment-là, la deuxième étape sera que tous ceux qui se reconnaissent, qui ont des traditions, qui ont des coutumes, et qui peuvent véritablement nous aider à bien comprendre notre société, vont venir, chacun devra expérimenter sa puissance, et le moment viendra où on va construire des synergies gagnantes. Et pour capitaliser les différentes expériences, j'ai vu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, un garçon de 42 ans. Il a fait quoi?
Eh bien, écoute, il vient, il monte sur une natte et il commence à monter. Sur une natte. Sur une natte. Il Mais monte à ciel c'est ça ouvert. même la sorcellerie. Écoutez, à ciel ouvert. Et il monte, il monte, il monte, il monte. Et puis, il y revient. Mais ces messieurs-là, si nous avions des chercheurs, non, on a des chercheurs, on n'a pas de trouvères. Nous avons, si nous avions des scientifiques, non, on n'a pas de scientifiques, on a des commentateurs scientifiques. Si on avait de vrais scientifiques, on peut capitaliser cette expérience. Ah, il monte comme ça. Et on va fabriquer. Comme Tata Honda, je me rappelle Tata Honda qui avait dit qu'il montait, il est monté, après il est tombé, il était décédé même. Hein, si je me trompe pas. Bon non, il n'était pas sur place décédé, mais là aussi c'est le respect des règles. Parce que tout, ma soeur, il y a les problèmes de respect des lois. Si vous vous abusez, vous ne réussissez pas. Et nous n'avons pas encore... Oui, moi j'étais à New Delhi et je termine par là, madame. Okay. Parce que je disais qu'en Côte d'Ivoire, on peut voir ce que l'autre a fait et on peut monter une formule pour fabriquer un avion sans carburant. Même un hélicoptère, on peut en fabriquer. Sans carburant. Sans carburant. Vous voyez, mais j'étais en New Delhi. Je pars dans un magasin familial. En Chine? Non, en New Delhi, en Inde. Ok, en Inde, oui. En Inde. Et j'achète les aliments, quelque chose, savon, compagnie, etc. Mais je n'avais pas payé le TVA. Il me dit non, paye le TVA. Moi, je dis non, mais vous êtes à la maison. Il dit non, si tu ne veux pas, tu pars. Parce que si tu ne payes pas TVA, c'est mon pays qui en pâtit. Et donc, il faut que tu payes pour que je te donne. C'est avec cet argent qu'on va arranger les routes, on va arranger les ponts, compagnie, etc. Moi, je dis, mais pourquoi? Mais ici, personne n'est là. Il dit, non, monsieur, chez nous, nos ancêtres ont interdit qu'on fasse, on trompe l'État. Ah bon? Et si moi, je me trompe moi-même, le karma va me poursuivre. Et il vous a dit ça? Et il m'a dit ça. Et donc, nous, il suffit simplement de dire, vous venez, vous faites une cérémonie au conseil du gouvernement, le ministre qui va oser chipoter avec des factures falsifiées, compagnie, etc., il va partir le premier. Personne ne va oser. Chez nous, il y a même des choses qu'on appelle l'embondo à Lingala. Il y a un liquide, généralement dans certains villages, on utilise ça. Lorsqu'on dit, tu as volé, vous dites, non, je n'ai pas volé. Tu as pris la femme d'autrui, non, non, je n'ai pas. On vous donne. Si vous avez fait ce qu'on vous demande, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Donc vous voulez qu'on puisse instaurer ça ici dans la On doit scientifiser ça. Okay. On doit moderniser ça. On doit théoriser ça. Il faut sortir de l'état brite. Il faut arriver véritablement à la modernisation. Et pour que cela soit inoculé dans nos lois, dans nos règlements, de manière que cela régente notre état d'esprit. Parce que l'homme, c'est l'incarnation de l'esprit de Dieu dans le corps humain. Et Dieu a donné ses lois. C'est à nous maintenant de profiter de ces lois. Or, nous ne connaissons même pas de lois qui régissent notre société. Donc, ça sera une réponse au mot que range le pays? Tout à fait. Ça fera partie des recettes. Parce qu'il ne faut pas exclure le cours et tribunaux. Parce que même au niveau des cours et tribunaux, même au niveau de la police, tous les services de sécurité, compagnie, etc., ils vont faire leur travail. Mais ils ne vont pas faire le travail dans chacun la sera ordonné, oui, sera juste, sera régulé, fera correctement son travail. Fera correctement son travail et chacun trouvera son compte. Voilà. Madame, Messieurs, c'est le troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Sous une pluie battante de ce 1er janvier 2026, jour du Nouvel An, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, a effectué dans le cadre de l'intensification de l'opération Ndobo une tournée d'inspection dans les différents commissariats urbains de la ville de Kinshasa. Cette descente stratégique visait à s'assurer de l'effectivité des dispositifs sécuritaires mis en place pour garantir la quiétude de la population quinoise durant la période des fêtes des fins d'année. À cet effet, le vice-premier ministre avait instruit, lors d'une réunion, la police nationale congolaise de la ville-province de Kinshasa de renforcer les patrouilles en vue de traquer les présumés Kuluna et autres braqueurs troublant l'ordre public.
C'est ainsi qu'en ce premier jour de l'année 2026, pendant que la population célébrait la nouvelle année, le patron de la sécurité nationale a effectué une ronde dans plusieurs commissariats urbains de la capitale. La tournée a débuté dans le commissariat urbain de Mongafula, où la police a présenté au vice-premier ministre 45 présumés Kuluna interpellés lors des patrouilles. Le premier groupe, j'ai essayé de vous expliquer qu'ils ont été reconnus par leurs victimes parce qu'ils ont opéré à visage découvert. Donc ils ont été facilement reconnus. Lorsque nous avons attrapé le motard est passé aux aveux. C'est par là qu'on a on les a attrapés directement et les victimes... Après Mongafula, le cortège du vice-premier ministre s'est dirigé vers le commissariat urbain de Kitambo, où 30 Kuluna ont été arrêtés dans le cadre des opérations de patrouille menées du 23 au 31 décembre 2025. Et là, dans 5 personnes, c'est le monsieur là en tricot. On vient de l'amener tout de suite sous la pluie. On l'a arrêté avec sa machette. Au commissariat urbain de la Gombe, basé au camp Lufungula, la police nationale congolaise a présenté une quarantaine de présumés Kuluna arrêtés, dont plusieurs récidivistes. Dans le district de la Funa, précisément au commissariat urbain de Kalamou, 51 présumés bandits, dont des Kuluna et des braqueurs, ont été également présentés au vice-premier ministre. La ronde s'est poursuivie dans la commune de Limete, au commissariat urbain de Moamba, où 56 Kuluna opérant en bande ont été interpellés et remis à la disposition de la justice. Enfin, le cortège du vice-premier ministre Chabani a clôturé sa tournée au commissariat urbain de la Tchangou, dans la commune des Massina, où les patrouilles de la police nationale congolaise ont permis l'arrestation de 242 présumés Kuluna. Ce genre de pratique-là a découragé ça pour permettre à la population de fêter calmement. Et lorsqu'on arrête une personne, c'est à cet endroit, à ce moment-là, on saura que ce monsieur il est soit un civil, soit un criminel. Les armes que vous voyez là, ce sont les armes que portaient ces gars ici. À l'issue de cette opération, plusieurs habitants de Kinshasa ont exprimé leur satisfaction, saluant ainsi une initiative ayant permis à la population de passer les fêtes des fins d'année dans un climat de paix et de sécurité. Bon, on a moni ya ça msala bien, msala ne kangando ala kacha chango tuzo sepela makasi ko bakuluna baleke belé bato déranger biso. Dans Zamba Pambola, ministre na biso intérieur, Zamba Pambola e. Ministre intérieur na musala osala, musala osala malam. Pour opération ndobo ezala, pour na opération pe ndobo ndo osala pe malam pour bato mabe pe bazo kimaka. Et puis moi kimia pe ozala kati. Posto ba batiki ke to ya mabe ezo mata soupe makasi. De batie bango bon na kati ni bon fait le le koleka malam pour to bana ta lobby pe moi kimia ngo pe ezaki na ba quartier. Tous ces présumés bandits arrêtés seront déférés devant les instances judiciaires compétentes et des audiences foraines seront organisées afin que chaque prévenu réponde de ses actes devant la justice. Très chers compatriotes, membres de l'UDP Tshisekedi, grâce à Dieu, nous disons adieu à 2025 et nous voici en 2026. Au moment où nous disons bienvenue à 2026, nous ne pouvons pas ne pas nous rappeler de nos frères et sœurs qui vivent dans les territoires occupés, qui sont en proie à des violences dues à la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda. Très chers compatriotes, nous pouvons vous assurer que le président de la République et le gouvernement de la République conjuguent les efforts pour que la guerre prenne fin dans le pays. Et comme vous le savez, cette guerre date d'il y a 30 ans, depuis l'époque de l'AFDL. Certes, nous tournons la page de 2025, l'année dernière. Nous ne pouvons pas nous empêcher de jeter un regard rétrospectif sur ce qu'aura été cette année. En effet, cette année aura été marquée par une lutte pour la réorganisation du parti. Cette lutte qui a atteint son point culminant avec la tenue de la session extraordinaire de la Convention démocratique de Sainte-Anne. Au cours de cette session extraordinaire, il a été réclamé, aussi bien par les combattants que par les cadres du parti, la réorganisation du parti et le changement radical au sein du parti. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous souvenir de nos compatriotes qui nous ont quittés pendant ce moment-là, notamment Feu Kabase Léon Panga, dit « La vérité s'appelle Dieu ».
et qui nous a laissé une famille nombreuse. Chers combattants et combattants de l'UDPS, c'est un devoir pour nous de veiller sur la famille qui nous a laissés. Au cours de cette lutte, la voix des combattants a été entendue par la haute autorité de référence du parti, président du parti empêché, son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a reçus dans la nuit du 19 au 20 et qui a donné les orientations à suivre. Et ces orientations claires et nettes, sans équivoque, conduisent à la tenue du congrès extraordinaire du parti. Et ce congrès est attendu par tous. Je voudrais à cette occasion ici dire que, nonobstant les pesanteurs, certaines bien entendu inhérentes à la nature humaine, nonobstant les vicissitudes entretenues sciemment par ceux-là qui ne veulent pas qu'on aille au congrès, nous voudrions rassurer aux combattantes et combattants que le congrès aura bel et bien lieu et le changement au sein du parti finira par s'imposer. Ce congrès tant attendu par les combattantes et combattants du parti est un rendez-vous très très important. Ce rendez-vous n'est pas à confondre avec d'autres rendez-vous où les gens doivent se chamailler. Pour nous, il est question d'aller mettre en application les orientations du chef, la vision qu'il a vis-à-vis du parti. Ce parti qui est appelé à l'aider davantage pour bien gouverner le pays. Chers compatriotes, membres de l'UDP Tshisekedi, de tout le temps, notre parti s'est battu pour l'état des droits et pour la défense des valeurs. Et c'est là qu'effectivement nous sommes attendus. Une fois au congrès extraordinaire, avec les changements qui vont intervenir au niveau de nos statuts, au niveau des animateurs, certainement l'influence sera aussi dans les institutions. Mesdames et messieurs, 2026 promet une année d'évolution positive. Je vous invite donc à aborder 2026 avec beaucoup d'optimisme. Bonne et heureuse année 2026. Situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, Norbert Yamba. Quelle lecture faites-vous du fédéraliste qui prône aujourd'hui certaines personnes dans la partie est, précisément à Goma? Je voudrais glisser un mot, madame, j'ai perdu de vie, pour vous dire que, regardez, vous allez à l'université, la médecine, celui qui a été le premier savant en médecine, c'est un Africain noir de charbon, Imhotep. Mais celui qui est reconnu comme le père de la médecine moderne, c'est Hippocrate. Et dans nos universités, on a difficile à apprendre Imhotep. Oui, on parle d'Hippocrate. Et quand vous avez un médecin, il est difficile à connaître les vertus médicales de nos plantes. Il ne connaît même pas. Il bloque ce qu'il lui donne, ce qui lui est donné de l'extérieur. Tu vois, j'étais à Ossio sur la route vers Walikale. J'ai trouvé un guérisseur traditionnel. Il était en train de soigner les gens. 300 personnes opérées le même jour et sans cicatrice. En quelle année? Les blancs, non, en 1980. En 1980, je pensais que c'est... 90 aussi. 90 aussi. Mais quand on opère, il arrange, et puis tu rentres sans cicatrice. Les blancs ont fabriqué le scanner. Nous aussi, on ne va pas rester parce qu'il est fait avec les couteaux artisanaux. Il faut scientifier ça. Je viens à Kisangani. J'essaie de parler ça à l'université de Kisangani. Et qu'est-ce qu'on me dit? Non, mais c'est en bas, c'est la sorcellerie. Il faut arrêter ça, c'est la sorcellerie. Vous voyez, quelqu'un qui a une connaissance et qui s'est opéré et qui s'est cicatrisé le même jour et qui fait des interventions chirurgicales de 300 personnes et qui rentre guéri. S'il vous plaît. Vous êtes chercheur. Avec preuve à l'appui. Avec preuve à l'appui. Mais c'est comme vous avez dit, il y a des petites choses aujourd'hui par complexe que l'homme noir néglige. Oui, mais il néglige. les vertus de Philanthus. Non, parce qu'il néglige. Qu'on trouve partout dans nos parcelles. Oui.
Mais par complexe, l'homme noir, l'homme congolais pense que ce qu'il y a chez lui au Congo est moins que ce que l'homme blanc propose. Alors que ce que l'homme blanc propose a aussi beaucoup de risques. Tout à fait, mais maman, il faut aller à Bikoro, vous allez trouver les pygmées. Les pygmées, ils connaissent notre forêt, c'est notre superbe végétation. Pourquoi les pygmées ne viennent pas donner cours à l'université? Vous allez comprendre les petits esprits en train de dire, mais écoute, avec quelle langue? C'est comme si cette langue a développé déjà ce pays ici. Mais il faut arrêter des conneries. Mais on a besoin de pygmées. L'État est responsable de ce qui se passe. Mais voilà, donc, mais il faut une révolution, il faut une vision long-termiste, etc. Il faut qu'au niveau du ministère, qu'on prenne l'initiative. Il ne faut pas entendre un président fondateur. Mais on parle le matin, midi, soir des réformes dans le secteur, par exemple, de l'éducation. Dans tel secteur réforme. L'éducation. L'éducation. Il y a des réformes pour que les résultats sortent en juillet. Ministère. Alors maintenant, vous savez que notre système éducatif, c'est un système de fabrication des chômeurs de luxe. Quelqu'un me disait que c'est une industrie de production des analphabètes culturels. Bon, Bassong me dit notre système d'éducation, c'est pour fabriquer des abrutis fondationnels, les gens des cerveaux obsolètes. Quand vous prenez aujourd'hui l'avion, certaines compagnies, le français et les langues de la RDC s'arrêtent à l'aéroport. C'est ça. Mais pourquoi nous, on n'arrive pas à valoriser nos langues nationales? C'est ça. Et c'est tout ça. C'est ça aussi la culture. Quand tu sors, tu parles ta langue, on va te dire que tu es villageoise. Oui. Les Congolais eux-mêmes se moquent de ceux qui ne parlent pas correctement. Quand vous êtes dans une famille, vous avez vos enfants, etc. Lorsqu'ils parlent anglais, lorsqu'ils parlent français, vous dites non, c'est une famille civilisée. Vous êtes fiers, oui, voilà. Une famille civilisée. Et alors, pour qu'ils aient quel impact? Pour transformer quel pays? Vous voyez, c'est de tout ça, madame. Si nous prenons toutes ces personnalités, combien apprennent les langues nationales à leurs enfants? Ils s'en foutent éperdument. Parce qu'ils veulent qu'on les qualifie. Ça s'appelle la théorie, Yves Lacoste, la théorie de la réification. On se prend qu'on a une valeur simplement parce qu'on a construit une maison en étage. On a des enfants qui étudient en Europe. On a un véhicule qui coûte, je ne sais pas, 600 000 $, etc. C'est ça la petite tête d'esprit. On nous a levé le vrai esprit. On nous a donné un autre esprit. Et les Congolais se moquent de ces Congolais qui ne parlent pas bien français. Eh bien voilà. Et quand tu parles Lingala, Chiluba, Kikongo, Swahili, même quand tu commets des erreurs, personne ne se moque de toi. J'avais un grand professeur, un Polonais, qui était docteur en comptabilité agricole. Les gens qui ont étudié à Bukavu, à Yanga, me connaissent, c'est Prandota. Mais il dit la BIC, la cahier, et tout le monde est content. Mais il avance avec sa matière. Et chez nous, quand vous commettez une erreur, on dit non. C'est ça aussi. Je vois, il y a un enfant, une excellence, ministre. Je voudrais vraiment en profiter. Ok, ministre Grace Coutinho. Vous savez, de grâce, s'il vous plaît. Cet enfant est devenu star par rapport à son travail. Elle n'est pas l'aînée de sa famille. Elle a ses grandes sœurs. Je me rappelle bien lorsque Fernando Coutinho a été arrêté. On a donné le micro à ses enfants. Ses sœurs ont dit simplement que non, on harcèle papa, etc. Nous devons voyager, etc. Quand elle avait 5 ans, Grace Coutinho, on lui tend le micro. Il dit, mon père a toujours dit que lui c'est un tigre, le moment viendra où il va bondir. Voilà un homme, une femme, qui donne tout un programme de développement de la vision de son père en une phrase. En une phrase. Et elle a décidé de faire la politique, tu la vois, s'il vous plaît. Quel est ce ministre de jeunesse qu'on a vu défiler ici, qui fait des choses comme elle? Ce n'est pas les diplômes. Les diplômes que nous avons ici, c'est un diplôme démodé. Le débat, c'est toujours ça. On dit, quel diplôme? Les diplômes qui sont monnayés maintenant. Là, cet enfant vient dans peu de temps. Il crée un village des opportunités. Waouh!
Mais village des opportunités pour quel objectif aussi hein? Mais oui, mais il y a eu quand même, il a réussi à mobiliser. Elle a réussi à mobiliser. Oui, c'était une bonne opportunité, mais il fallait recadrer le tir. Oui, mais c'est un commencement. Quand on ne commence pas, on ne commencera jamais. Il faut que les gens s'habituent à ça. Ça, la première édition. Il y aura la deuxième édition. Les choses vont s'organiser davantage. Pour la première fois, il y a toujours quelques erreurs. Et elle fait une communication. Elle a un impact sur son public cible. Quand elle parle, quand elle communique, on sent la vibration, on sent le charisme, on sent la transformation. Donc, moi, je ne suis pas en train de la flatter, hein, mais je me dis qu'il faut savoir aussi donner le temps au temps pour ne pas démolir les gens. Le fédéralisme aujourd'hui, on est. Waouh! Madame, je venais d'être recruté par un organisme international juste pour faire une étude diagnostique dans les provinces que j'ai citées ici. Voir comment les provinces fonctionnent, voir comment les provinces sont en contact avec les entités territoriales décentralisées, même les entités territoriales déconcentrées. Madame, aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de régionalisme politique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte. Non, nous sommes dans le régionalisme politique. Maintenant, c'est un problème d'application. Un problème d'application. Nous avons la Constitution qui prévoit qu'il y a des pouvoirs d'État. Il y a le pouvoir central, il y a le pouvoir provincial. Il y a 3 paliers de gouvernance. Il y a le palier central, il y a le palier provincial, il y a le palier local. Et dans le local, il y a les villes, les communes, les secteurs et les chefferies. C'est que très clairement, la particularité de cette approche, madame, c'est que chaque entité qui est reconnue avoir la responsabilité de donner des services de qualité à la population doit avoir une personnalité juridique. Et la personnalité juridique, elle leur donne la possibilité d'avoir un programme, d'avoir un budget, de mobiliser des ressources, d'avoir un organe qui se contrôle, qui demande, qui exige la redevabilité compagnie. Très clairement, aujourd'hui, nous sommes dans l'antichambre du fédéralisme. Aujourd'hui. C'est-à-dire que si on applique antichambre, si on applique ce que nous avons aujourd'hui, les régionalismes politiques, c'est pas difficile. Qu'est-ce que les gens même qui vous suivent doivent retenir quand on parle du fédéralisme? Alors, maintenant, cette première étape, parce qu'en réalité, parce que les gens ont tendance à dire, mais l'IDPS, dans son statut, dans ses statuts, reconnaît le fédéralisme. Oui, l'IDPS reconnaît le fédéralisme. Mais l'IDPS reconnaît le fédéralisme dans une approche évolutive, graduelle. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ça va aller par étapes. Voilà. Même la constitution de Louabourg a prôné le fédéralisme. Mais on a dit après 2 cycles électoraux, 2 législatives. Oui, donc aujourd'hui, nous sommes dans l'antichambre. Faisons d'abord ça. Vous ne pouvez pas dire, oh non, ça ne marche pas, parce que c'est il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Ah non. Aujourd'hui, les gouverneurs n'ont pas encore fait leur travail comme il faut. Mais qui les empêche de faire Oui, mais c'est comme ça, il faut un entraînement, c'est comme ça. Ça, c'est une question holistique, c'est une question complexe et complexifiante. C'est une question questionnante qui appelle plusieurs autres questions. Pourquoi? Simplement parce que même dans le choix du gouverneur, on ne peut pas prendre quelqu'un, et les hommes politiques s'en misent parce qu'ils ont la possibilité de choisir des hommes comme ils veulent. Et vous avez un gouverneur qui n'a jamais fait le travail, qui n'est même pas familiarisé avec l'administration publique. Et parce qu'il a une opportunité qui est là, qui est difficile même à tenir une réunion rentable avec son personnel, etc. Vous avez les ministres provinciaux, s'il vous plaît, et qui sont là. Pour la première fois, il est recruté. En tout cas, dans une province, j'ai vu, sur les 10 ministres, un seul a déjà exercé les fonctions. Les autres sont les enfants d'abord. Eh bien, bon, voilà, donc c'est ça. Alors maintenant, et au niveau des territoires, vous avez les administrateurs territoriaux. Ils sont nommés comment? Ils sont choisis comment? Ce sont les hommes politiques qui présentent, les hommes de confiance. Tu vois, au niveau des villes, il faut des élections. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas des élections locales. Il n'y a même pas, il n'y a pas longtemps, hein, on a fait des conseillers au niveau des communes. Mais ce n'est pas toutes les communes. Pas toutes les communes. Oui, madame. Donc, tout ça, on n'a pas encore réalisé ça. Et on dit non, c'est faux. Donc, on pensait que alors maintenant, les gens pensent... pour résoudre ce problème, il faudra le fédéralisme.
le fédéralisme est très indispensable lorsque les entités doivent construire et affirmer leur leadership, leur autonomie, mais pas dans une vitesse de croisière. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'âge culturel, nous n'avons pas la capacité d'entraînement, nous n'avons pas les comportements, l'état d'esprit et les attitudes nécessaires pour affirmer véritablement un boostage de notre pays. Donc, ça va venir, mais il faut donner le temps au temps, que nous commencions d'abord par le régionalisme politique, qui est l'antichambre de la décentralisation. Et donc, il ne faut pas non plus croire que, bon, tel veut le fédéralisme, c'est peut-être parce qu'il veut bouger le pays. Ah non. Parce que le problème, c'est quoi dans des provinces? Ils vous disent non, l'argent ne vient pas, et puis le peu d'argent qui sort, ça reste à Kinshasa, etc. Et on va réfléchir. Et alors maintenant, au lieu de mettre les choses sur la table, parce que madame, regardez, et j'ai terminé par là, les gens disent, écoute, on ne peut pas toucher à la Constitution. Ok, on ne peut pas toucher à la Constitution. Et alors, pourquoi? L'article 220 interdit, n'est-ce pas, qu'on change le pouvoir des provinces. Non seulement le mandat, qu'on change le pouvoir des provinces. Aujourd'hui, nous avons 1450 entités territoriales décentralisées qui, en réalité, n'ont pas encore connu les élections et qui vous donnent un total de 1000 animateurs, 3000 échevins, c'est-à-dire des ministres, 11 000 députés. Quand vous quittez de la capitale jusqu'au niveau de la chefferie. Vous voyez ce que cela représente? C'est une bourgeoisie, ce n'est pas un leadership de service. Tout cela mérite d'être touché. Mais on ne peut pas toucher ça parce que l'article 220 interdit qu'on puisse bouger le pouvoir des provinces. C'est de tout ça que nous devons juger. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a peu d'argent, je suis arrivé dans une entité territoriale. Alors c'était oui. On a amené la rétrocession. Je pose la question, c'était combien 50 000 francs, ok. 50 000. Vous avez fait quoi? Oh, j'ai arrangé le plafond. Je regarde le plafond n'a pas été. Donnez-moi les papiers que vous avez arrangés. Il dit, mais ranger le plafond, moi je devais avoir le papier. Tu vois un peu la culture. Tu vois un peu la culture, c'est tout un problème. Alors maintenant, il faut une animation. Ça ne se décrète pas. Mais il faut un engagement, une détermination. Mais comment y arriver? C'est-à-dire que la Constitution devrait être touchée. Il faut être conséquent. Ou soit on veut véritablement aller dans la direction, ou l'on veut diminuer cette bourgeoisie politique qui n'apporte rien. Toucher la Constitution, bien, voilà, donc vous avez s'éterniser au pouvoir. C'est ça la crainte des opposants. C'est comme ça qu'on va pleurer pendant longtemps. On va pleurer pendant longtemps. Mais oui. Parce que Félix, c'est ce qu'il dit. Bon, est-ce qu'il ne mourra pas? Comment il peut s'éterniser? Non, j'ai dit ceci. Parce que ces questions se posent. Mais commençons ne serait-ce que la réflexion. Faisons cette réflexion, faisons un vrai diagnostic, cartographions la situation et on va dire, écoutez, qu'est-ce que nous faisons? S'il faut commencer la réflexion, c'est-à-dire qu'il faudra un dialogue. Le dialogue, mais attention, le dialogue à la zaïroise, c'est ce dialogue de partage du pouvoir. Mais comment alors la réflexion va commencer? J'ai vu dernièrement, l'année passée, en 2024, madame. 2025 ou 24? 2024. Okay. L'autre année. L'année 2024. Aujourd'hui, en France, il y a une démocratie qui ne donne plus de résultats comme entendu. On dit qu'elle est démodée, elle est épuisée, elle est complètement dépassée, compagnie. Et qu'est-ce que le président a fait? Le président a appelé un dialogue. Et quel dialogue? Dialogue des hommes et des femmes qui ont des visions et qui peuvent réfléchir pour trouver une pièce de rechange par rapport à la situation du pays. Et ça, on va dire, dans le secteur de l'environnement. Voilà ce que nous proposons. Dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la culture, compagnie, etc. Donc, on a besoin de cette rencontre-là où il y a une somme d'intelligence. Malheureusement, lorsque vous interrogez la classe politique, il n'y a pas d'offre politique, il n'y a pas d'horizon politique. Il n'y a que quoi? Non, mais il n'y a que d'opportunités. C'est facile de dire dialogue. C'est facile de dire le dialogue. Prenons ce dernier dossier pour parler de la situation sécuritaire dans l'Est du pays.
Dans un climat longtemps marqué par l'insécurité, les habitants de Bougnan, chef-lieu de la province de l'Ituri, viennent de vivre une traversée inoubliable. Des bars pris d'assaut, des églises débordantes de fidèles, des rires animés jusqu'au tard dans la nuit. Une image rare, presque oubliée, des faits des jours en chant de reconnaissance, et mes mots revenaient sur toutes les lèvres. Merci. Merci aux autorités pour la sécurité retrouvée. Merci au bon créateur. À Bougnan, la percède progressivement la place à la confiance. La sécurité est normale, mon gouverneur demeure là. Ici, nous fêtons déjà. Bonne fête. 2026 s'annonce comme une année d'espoir pour l'Ituri et une population reconnaissante qui encourage les autorités à poursuivre sur cette lancée sécuritaire tout en accélérant les développements amorcés depuis l'instauration de l'état des sièges. Par rapport à la mentalité de 2022, la mentalité de la jeunesse a vraiment changé. Aujourd'hui, ils soutiennent maintenant l'entrepreneuriat local. À ceux qui sont encore dans la brousse, j'interpelle leur conscience. Un changement de narration c'est récent dans les riz de Bougnan, un tournant largement attribué à celui que la population appelle affectueusement Viena Bissau. Le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, gouverneur militaire de la province de l'Ituri, il incarne aujourd'hui l'autorité d'un État résolu à restaurer la paix au plus près de la population. Nous revenons de la veillée, nous n'avons plus peur de sortir la nuit. Depuis que le gouverneur militaire est là, il y a la sécurité. Bougnan respire à nouveau. Si les chemins restent longs, l'espoir lui est désormais visible. Entre vigilance, sécurité et développement, l'Ituri écrit peut-être l'une des pages les plus importantes de son histoire récente. Alors, si vous ne voulez pas ce dialogue, comment est-ce que ce fédéralisme sera opérationnel? Écoutez, mais c'est ça. Il y a le dialogue politique, il y a le dialogue technique. Ah, vous voulez un dialogue technique? Le dialogue technique, on en a besoin. On en a besoin. Et le dialogue technique avec qui? Le dialogue technique, les acteurs. La société aujourd'hui se gère de manière inclusive. Il n'y a pas d'exclusivité. On a besoin d'une somme d'intelligence. Cette intelligence institutionnelle doit pousser à de grandes décisions stratégiques. Et lorsque on veut changer le pays, non seulement on invite les services de l'État, ce qu'on appelle des structures institutionnelles, mais il y a aussi des structures non institutionnelles. Et parmi les structures non institutionnelles, vous avez la société civile au travers les églises, les ONG, les groupes de théâtre, compagnie, etc. Et vous avez aussi les partis politiques. Toutes les couches de la société. Toutes les couches de la société. Et quand est-ce que vous voulez que ça soit, que cette initiative soit faite? Parce que pour le moment, on parle d'un dialogue pour la paix dans l'Est du pays, notamment par le couple SIC-Senko et certains politiques. Martin Fayulu, la famille politique de Joseph Kabila Kabange. Oui, mais le grand problème, madame, c'est que la persistance de la crise, de l'insécurité dans l'Est de notre pays pousse à de grandes réflexions qui s'éloignent d'une dissidence émotionnelle. Pourquoi ça persiste? Ça va faire 3 décennies. Pourquoi ça persiste? Convergence d'intérêts. Il y a des puissances d'argent et il y a nos amis de la sous-région. On ne changera pas de géographie. Hein. Ils seront toujours nos voisins. Ils ont des intérêts et la géopolitique oblige et ils font le rallonge de ce que représente leur puissance, les rapports de force dans notre pays. Et nous avons également des Congolais, certains qui sont frustrés, compagnie, etc. et qui deviennent complices. Qui deviennent complices. Et on fait la Alors maintenant, pour peser vis-à-vis des puissances d'argent, nous ne devons pas nous fragiliser. Nous ne devons pas nous fragiliser. Nous devons travailler à l'unisson. C'est-à-dire, vous demandez à Félix Tshisekedi de rappeler Martin Fayulu, de rappeler Joseph Kabila Kabange, de rappeler les autres Congolais pour être unis?
je ne te donne pas la formule tout de suite, mais il y aura. Le président a toujours dit non, qu'il doit y avoir une commission. Cette commission sera composée des différents acteurs. L'intelligence d'une commission est loin supérieure à l'intelligence d'un individu. Et on a intérêt justement d'écouter les différentes propositions de cette commission qui va faire un diagnostic. Je pense que CECOSC, ils ont tenté véritablement de générer un agenda stratégique qui peut faire l'objet justement d'un projet de discussion. Mais ça ne suffit pas. Il faut donc qu'on arrive naturellement à élargir l'assiette et qu'on discute sur ces différentes thématiques, etc. et que l'on dégage un certain nombre de recommandations. Donc, si on vous a bien compris, avant l'initiative pour le fédéralisme en RDC, il faudra d'abord résoudre la question sécuritaire, c'est ça? Oui, la question sécuritaire, elle est primordiale. Une certaine paix n'est pas la paix certaine. Voilà. Alors, il y a eu des accords signés sous l'égide des USA à travers son président Donald Trump, mais la situation dans l'est du pays reste préoccupante. On a même vu une marche des jeunes qui ont voulu dire non à l'occupation rwandaise, mais plusieurs jeunes ont été aux arrêts. Quel est aujourd'hui l'impact de ces accords? Est-ce que la libération, la paix en RDC proviendra de ces accords? Vous allez me laisser réfléchir, donner mon point de vue comme spécialiste des questions de stratégie de sécurité. Madame Noëlla, depuis 1960, Lumumba a été tué. Il a été tué pourquoi? À cause de nos ressources. Parce qu'il était intransigeant. Et les puissances d'argent n'ont pas accepté qu'ils puissent véritablement gérer, avoir une portion de responsabilité qui peut peser sur la vie de la nation. Nous arrivons en 1965. Vous savez pourquoi? C'était à l'époque qu'on disait l'Afrique des colonels. Il fallait des militaires pour imposer. Et quand ils veulent prendre les matières, etc., les colonels, qui est président, devra s'imposer. Personne, tout le monde doit réfléchir comme des bouteilles de prémices dans un casier de bière. La pensée unique. Et on est resté pendant 32 ans. Mais en dehors de ça, il n'y a pas longtemps, en 1994, il y a eu le génocide rwandais. Mais en 1996-97, la première guerre avec l'AFDL. Pour quelle raison? Mais madame, c'est très clair. Les sociétés américaines ont soutenu l'AFPR depuis l'Ouganda pour la mener jusqu'au Rwanda, gagner la guerre. J'ai suivi un savant européen qui disait que dans les slogans de la première guerre, en 1994, qui a permis l'APR d'arriver au Rwanda, on disait « Donnez-moi », l'APR disait « Donnez-moi les Rwandais, moi je vous donnerai le Zaïre ». Il donne le Zaïre à qui? Mais c'est aux multinationales. Et ce sont ces multinationales qui ont signé des contrats. Ce sont ces multinationales qui continuent à exploiter. Est-ce que vous voulez dire que cette démarche n'apportera pas la paix en RDC? Moi, j'approuve la démarche du gouvernement de la République au travers le leadership du président de la République qui souhaiterait mettre au devant de la scène la question économique. Parce que de tout le temps, lorsqu'on fait les diagnostics, on est dans la question politique. Vous acceptez de brader les minéraux tels que révélés par Fulgence Mouteba? Comment? Qui a dit que les minéraux de la RDC sont bradés pour plus de 90 ans. On a besoin de Mouteba, on a besoin de tout le monde pour qu'on nous donne la vraie formule pour faire ces contrats stratégiques. Parce qu'on a besoin de rassembler les différents protagonistes dans un projet fédérateur, dans un projet intégrateur. Si on retrouve par exemple les puissances américaines, si on retrouve les amis de la sous-région, on retrouve le Congo, chacun apporte son action. Nous avons nos minéraux, nous sommes propriétaires de nos minéraux. Si les Américains veulent intervenir, pour la paix, il faudra faire passer la question économique en avant, c'est ça? La question économique a toujours été la question basique de toutes les guerres récurrentes et permanentes dans notre pays, dans l'est de notre pays. Et donc, nous avons intérêt à réfléchir. Je ne dis pas que cette formule elle est suffisante, mais qu'on y réfléchisse. Qu'on ne puisse pas aller dans l'émotion. Alors, vous l'aviez dit, vous avez besoin de tout le monde, de Fulgence Mouteba et les autres pour réfléchir, mais on a l'impression que les relations restent tendues entre le pouvoir. Il faut dégonfler ces relations.
Nous sommes dans une société. Et cette société appartient à tous les Congolais. Et chaque Congolais est copropriétaire de la République. Et comment le faire si certains membres du parti accusent, on a suivi l'allocution d'Augustin Kabouya, accusent la SENCO, notamment Fulgence Mouteba, Cholet, les cardinals Ambongo, d'être de mèche avec les ennemis. Bon, ça c'est le secrétaire général de l'UDPS qui prend une position. Oui, non, il y a ces affirmations, politique. Mais comment dégonfler les conflits? Oui, mais il faut se faire confiance mutuellement. Si on ne se fait pas confiance mutuellement, on ne peut pas construire la passerelle. Et la situation va rester à l'état d'animalité zéro. Et donc, même si on sait que tel est responsable de ceci ou de cela, il faut l'approcher, il faut le convertir, il faut le ramener, il faut donner une formule qui permette d'assainir et de partager les différentes idées et dégager un consensus autour des préoccupations prioritaires. Alors, comment trouvez-vous le nouveau mandat de la MONUSCO? La MONUSCO, nouveau mandat, c'est plusieurs fois. Lumumba a été tué, non bon. Ils n'ont même pas décidé que la MONUSCO puisse nous aider à neutraliser ce qu'on est en train d'assister, compagnie, etc. Vous savez, c'est très compliqué en fait. Lorsqu'on est en relation internationale, lorsqu'on analyse la géopolitique, la géostratégie, la géoéconomie, on peut voir qu'il y a des structures de pénétration, de domination, compagnie, etc. L'ONU n'est pas exclue. Hein. Et donc, on a besoin véritablement que la MONUSCO soit là parce qu'elle fait beaucoup de choses, ça c'est évident, mais il ne faudrait pas que cela puisse nous endormir. Il va falloir qu'on puisse partir du point A vers le point B. Voilà, il faut qu'on change quand on renouvelle le mandat, mais il faut aussi on renouvelle la mission. Mais il me semble que c'est comme la même chose. Et ça devient un danger public et c'est inquiétant pour nous, les intellectuels congolais, compagnie, etc. Alors, nous voulons bien que la MONUSCO fasse son travail. Elle peut bien faire ce travail-là, encore qu'il fasse réellement ce travail, pour comprendre que le Congo fait partie de l'ONU et que le Congo est en difficulté et il a besoin, naturellement, de structures qui sont mises en place pour l'aider à recouvrer, n'est-ce pas, Alors la RDC signe son entrée au Conseil de sécurité de l'ONU pour un mandat de 2026 à 2027. C'était déjà à partir du 1er janvier 2026. Quel sera l'impact, ou quel doit être l'impact, bien sûr, de ce mandat de la RDC alors que le pays accède au Conseil de sécurité pendant une période cruciale que traverse sa partie Est? Ah bien voilà, c'est une opportunité pour nous de montrer de quoi nous sommes capables. Et qu'est-ce que vous attendez du pays? Lorsque le président est arrivé comme président de l'Union africaine, qu'est-ce qu'il a fait dans un premier temps? Il a mis en place une commission composée des hommes et des femmes qui ont une expérience grandissante dans les relations internationales. Nous sommes en train de traverser une zone de turbulence. Et vous avez raison de dire que c'est une période cruciale. Il faut une intelligence collective. Il faut construire une dynamique autour de cette intelligence institutionnelle pour que finalement on puisse avoir la matière, les orientations, etc. On en a besoin et c'est urgent. Pour que le mandat puisse quand même impacter positivement la situation. Tout à fait. Alors c'est complètement fini, mais vous avez appris la suspension du général Ekenge après ses propos où il a laissé entendre qu'il faudra quand même réfléchir avant de prendre une femme Tutsi. Il a été suspendu. J'étais à Bukavu, j'avais entendu ce genre d'histoire. Mais je n'ai jamais eu une preuve quelconque. Même si il y a des gens, il y a des gens qui insistent sur ça. Mais le général Ekenge n'est pas n'importe qui. C'est un général. C'est un général. Je sais que c'est le ras-le-bol de voir son pays être emmerdé par un groupe de personnes, etc., qui font des stratagèmes et qui croient que nous sommes des imbéciles, nous ne comprenons rien. Et on sait comment ils font des infiltrations à différents niveaux d'atterrissage. Surtout qu'on a démontré que l'armée était infiltrée. Et arriver à un moment où on dit, voilà les choses. Vous les Congolais, vous ne comprenez rien. Voilà une recette. Mais, malheureusement,
il ne peut pas le dire en public parce que c'est un général, c'est un officier supérieur. Et donc, mais je pense que dans son cœur avait débordé de la douleur de voir son pays souffrir. Ouais, mais je pense que le président de la République sait quelle est l'intercelle qui l'a poussé. Les autorités savent quelles sont les intercelles qui ont motivé le général, qui n'avait rien à dire. Qu'est-ce qu'il gagne en disant ça? Mais il veut simplement demander à nos compatriotes d'être prudents. Parce que nos compatriotes aiment l'argent, aiment les femmes et compagnie, etc. Il dit faites attention. Faites attention. Mais ce n'est pas tous les Tutsis. Ce n'est pas tous les Tutsis qui sont concernés, ça c'est évident. Il y a des gens qui jouent le jeu, mais il y a aussi des gens qui jouent pour le Congo. Et c'est ça justement la vision du président de la République, pour qu'on ne puisse pas faire des déclarations qui apportent à une sorte de discrimination. Nous avons nos compatriotes qui sont reconnus comme tels et qui ont le droit de citer dans notre pays. Et il ne faudrait pas faire ce genre de déclarations en public, mais il faut savoir identifier. Et quand vous identifiez, il faut poursuivre. Mais tant qu'on n'est pas encore là, je pense qu'on doit s'abstenir de pouvoir faire des déclarations publiques. Norbert Yamba, c'est complètement fini. Madame, Monsieur, vous n'oubliez pas la CAN 2025. La RDC va affronter l'Algérie, si je ne me trompe pas, le 6 janvier 2025. Un mot? Oui, mais je voudrais saluer le léopard. Le léopard, c'est un animal dangereux, mais intelligent. Il a toujours chassé seul. Vous savez, le lion, on dit, c'est le plus grand animal, le plus fort, compagnie. Mais il chasse en groupe. Le guépard, le léopard, chasse seul. Parce qu'il est sûr de sa capacité. Mes frères, on nous a beaucoup traîné en Afrique. Nous sommes l'objet de médisance, de défiance, soit disant que nous ne représentons rien. Nous n'avons pas de qualité intrinsèque. Aujourd'hui, le léopard est en train de montrer que le Congo existe et qu'on est en train de renaître pour être nous-mêmes. Coup de chapeau pour tout le travail qui a été fait. Mais vous avez toujours l'habitude, quand on vous félicite, vous lâchez prise. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous avons besoin que vous nous rameniez la coupe ici à Kinshasa. Alors, merci Léopard. Bonne chance déjà pour cette rencontre du 6 janvier 2026. Et les Congolais vous font confiance. Et déjà, on sait que vous allez donner une victoire écrasante aux Congolais ce jour-là. Et c'est complètement fini. Norbert Yamba, juste quelques minutes, vous vous adressez à cette population qui vous a suivi ce dimanche dans Info 7. Mes chers frères et sœurs, nous sommes au début de l'année 2026. Je sais que dans chaque famille, il ne manque pas de petits soucis, de petits problèmes, de petites douleurs. Je voudrais demander à tous mes compatriotes, combattants de la liberté, de l'IDPS, de dégonfler les tensions. Vous ne pouvez pas avoir une bouche succulente et avoir un cœur de venin. Nous avons besoin d'éliminer le venin pour que tous, comme un seul homme, nous puissions aller dans la même direction. À notre peuple, la patience est une vertu politique. Le travail est en train de se faire. Nous sommes en train de nous battre. Nous sommes en train de prendre la distance de ligotage, de la ligature dont nous avons fait l'objet. Faites confiance aux institutions de la République à travers le leadership du président de la République. Je pense qu'on y arrivera. Encore que le président verra comment il avait promis à un moment donné qu'il devra donner l'opportunité aux acteurs, que ce soit des acteurs étatiques, que ce soit les acteurs non étatiques, que ce soit les partis politiques, etc. C'est retrouver un moment pour que finalement on dégage des grandes priorités qui peuvent mobiliser l'ensemble du territoire national pour qu'ensemble nous puissions nous dresser contre toutes les infiltrations, nous dresser contre toutes les dominations, les agressions. Ça, c'est un challenge, c'est un défi et c'est très important pour nous. Merci bien, Madame, Messieurs. Notre invité de ce jour a dit la patience est une vertu politique. Mais n'oubliez pas que la patience fait partie du fruit du Saint-Esprit
Eh bien, merci. Dont le dialogue est une école supérieure de la démocratie. Merci bien de nous avoir suivis et j'espère que vous aviez aimé ce premier numéro de l'année 2026. N'hésitez pas de nous écrire, de nous contacter par des voies habituelles. Je rappelle que notre invité de ce dimanche, Norbert Yamba, est au cadre du parti au pouvoir, Union pour la démocratie et les progrès sociaux et panafricaniste. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci madame. Merci pour Eh bien, madame, messieurs, c'est l'heure. Je ne cesserai de le dire. Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, notre émission. Info 7, notre émission. Merci de nous avoir suivis. Et bonne suite de programme sur les antennes de Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. Meilleurs vœux, c'est déjà parti pour l'année 2026. Le compte à rebours a déjà commencé. Meilleurs vœux à tous mes enfants, mon épouse, Jenny Ngoï, etc. Voilà. Vous êtes mon cœur. Je n'ai jamais arrêté de me battre. Dieu annexera sa grâce un jour. Alors, merci à vous tous. Le compte à rebours a déjà commencé. Eh bien, mettons-nous au travail et surtout, ne trahissons pas notre pays, la République démocratique du Congo. Au revoir.